Et si l'or africain cessait d'être une malédiction pour devenir le moteur d'une révolution silencieuse? Imaginez un petit pays enclavé, presque invisible sur la carte, qui ne maîtrisait même pas un cinquième de la richesse issue de son propre or. Des années durant, des accords miniers biaisés ont profité quasi exclusivement à des multinationales étrangères. La fortune s'envolait, la dépendance s'installait. Mais les histoires d'or en Afrique sont anciennes. Dès le XIXe siècle, des explorateurs venus d'Europe arpentaient déjà les pistes du Sahel, attirés par les légendes d'Eldorado africain. Les colons dressèrent des cartes, négocièrent des concessions, et très vite, l'or africain alimentait les banques de Londres et de Paris. Le destin du Burkina Faso, comme celui de tant d'autres nations, fut scellé par ces premiers traités écrits dans une langue étrangère, sous la menace ou la flatterie. Ainsi, la malédiction de l'or s'enracinait. La richesse du sol profitait à ceux venus d'ailleurs. Un jour, un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, a décidé de rompre avec ce schéma. Il s'est dressé pour affirmer que le Burkina Faso ne vendrait plus sa souveraineté contre de vagues promesses d'aide. Pour la première fois, la question s'est posée sans détour. Une nation peut-elle abandonner la dépendance à l'aide internationale et s'emparer pleinement de ses ressources? L'enjeu était colossal. Continuer à subir les caprices de grandes puissances ou reprendre la main sur son destin, avec tout ce que cela implique. Autonomie, respect, développement durable. Pour comprendre à quel point ce choix était révolutionnaire, prenons l'exemple du Ghana au début du XXe siècle. À cette époque, le pays, alors appelé Côte de l'Or, voyait ses mines administrées par des sociétés britanniques. L'État local ne percevait qu'une faible redevance, tandis que la majorité des bénéfices servait à financer l'Empire britannique. Lorsque le Ghana a tenté, dans les années 60, de nationaliser une partie de ses ressources, il a subi des sanctions, des campagnes de déstabilisation et une longue période d'instabilité politique. L'histoire semblait condamner toute tentative d'émancipation économique. Ignorer la leçon du Burkina Faso, c'est rester captif d'un système où d'autres tirent à les ficelles. Au contraire, contrôler ses ressources peut bouleverser non seulement l'économie d'un pays, mais aussi sa dignité et son poids sur la scène mondiale. N'est-ce pas là le vrai visage de l'indépendance? Pour saisir la portée de cette transformation, il faut d'abord comprendre le piège de l'or. Une richesse qui semblait tout offrir, mais qui gardait tout un peuple sous tutelle. Mais comment ce système d'exploitation s'est-il mis en place? Et pourquoi l'or est-il devenu synonyme d'aliénation pour tant de pays africains? Revenons sur l'histoire cachée derrière la ruée vers l'or. Pendant des décennies, le sol du Burkina Faso resplendissait, mais ses enfants restaient dans l'ombre de cette lumière. Le contraste était saisissant. Dans les années 2000, alors que les productions minières explosaient, les villages burkinabés manquaient d'eau potable et d'électricité. Dans la province du Yaga, des écoles étaient construites en banco, sans toit, tandis qu'à moins de 30 km, des machines dernier cri extrayaient chaque jour des kilogrammes d'or destinés à l'exportation. Dans ce pays du Sahel, l'or constituait avant 2022 près des 3/4 des revenus d'exportation. Pourtant, moins d'un cinquième de cette manne profitait réellement à la population. Ce paradoxe n'est pas unique. Au Niger, l'uranium représente la principale ressource minière, mais la population demeure parmi les plus pauvres du monde. Comment un tel paradoxe a-t-il pu se perpétuer? Les contrats miniers, hérités d'une époque coloniale, étaient conçus pour servir des sociétés étrangères venues du Canada, de l'Australie ou du Royaume-Uni. Dictés par des institutions financières occidentales, ces accords verrouillaient le Burkina Faso dans un cercle vicieux de dépendance, transformant son sous-sol en coffre-fort pour d'autres puissances. Prenons un exemple concret. La mine d'Inata, exploitée longtemps par une société canadienne. En 2018, alors que le prix de l'or atteignait des sommets, la mine déclarait d'importantes pertes fiscales, échappant ainsi à l'impôt local. Pendant ce temps, des millions de dollars transitaient par des sociétés écrans basées dans des paradis fiscaux. Les villageois, eux, voyaient la rivière polluée et leurs pâturages réduits à néant. Chaque clause, chaque ligne, renforçait un lien invisible mais solide entre Ouagadougou et les places financières lointaines de Londres ou de Toronto. Les profits,
censés bâtir des écoles, des routes ou des hôpitaux, filaient chaque année vers l'étranger, laissant les caisses nationales presque vides. Pour la population, l'abondance restait un mirage. Tandis que les camions transportaient les lingots vers d'autres continents, les villages burkinabés ne récoltaient que poussière, pollution et le vacarme des machines. Fermer les yeux sur ces contrats, c'était accepter que la richesse du pays serve à enrichir d'autres nations, tout en maintenant le Burkina Faso prisonnier d'un modèle imposé. C'était risquer d'entretenir la pauvreté malgré un sol regorgeant de trésors. Dans ce contexte, la question de la souveraineté devenait vitale. Qui contrôle l'or contrôle l'avenir du pays. Mais une nouvelle génération allait bouleverser ce schéma. Face à l'injustice flagrante, certains ont décidé qu'il était temps de reprendre la main. Et si la souveraineté ne se décidait pas dans les discours, mais dans la froideur des chiffres? Le vrai tournant commence par un geste inédit. Pour la première fois de son histoire, le Burkina Faso ose s'attaquer à la racine du problème. Le capitaine Ibrahim Traoré ordonne un audit intégral de tous les contrats miniers. Jamais un État n'avait poussé si loin l'examen de ses propres accords. Jamais il n'avait osé mettre à nu les règles qui enchaînaient ses ressources les plus précieuses. Un audit, c'est bien plus qu'une formalité. Cela signifie convoquer chaque société, exiger la transparence sur les volumes extraits, les bénéfices réalisés, les taxes effectivement payées. Dans la mine de Houndé, les inspecteurs découvrent que le volume d'or déclaré est systématiquement sous-évalué. Des experts burkinabés et étrangers épluchent des milliers de pages de documents, mettant à jour des pratiques de fausse facturation et de prix de transfert abusifs. Les conclusions sont accablantes. Un gouffre sépare l'or extrait de la richesse nationale. Les audits dévoilent fraude, profits exfiltrés vers des paradis fiscaux, clauses iniques héritées de la colonisation. Les chiffres ne mentent pas. La majorité des bénéfices part chez les multinationales, ne laissant que des miettes au pays qui porte l'or dans son sol. Face à ce constat, le gouvernement tranche. Plusieurs licences minières sont suspendues du jour au lendemain. Mais il ne s'agit pas seulement de punir. L'État entame une renégociation systématique, impose des audits récurrents et prépare une refonte complète de la législation minière. Cette réforme repose sur 3 piliers. Premier pilier. Désormais, l'État exige une part directe dans chaque mine, jamais inférieure à 15%, pouvant grimper jusqu'à 45% pour les projets jugés stratégiques. Cela rappelle la politique de la Norvège avec son pétrole, où l'État détient systématiquement une part majoritaire via la société publique Equinor, assurant ainsi que la richesse pétrolière bénéficie à la collectivité. Deuxième pilier, le droit d'intervention. Le gouvernement peut retirer une licence à toute société non transparente ou coupable de manquements graves. Cette mesure s'inspire des pratiques en Amérique latine, notamment en Bolivie, où l'État a nationalisé des gisements de gaz pour mieux contrôler les profits. Troisième pilier, l'obligation de réinvestissement. Chaque exploitant doit consacrer une part de ses bénéfices au développement des communautés locales et à des infrastructures durables. Cela inclut la construction d'écoles, de centres de santé, mais aussi la réhabilitation environnementale des sites miniers. Pour contrôler la commercialisation et gérer ses parts publiques, de nouvelles sociétés d'État voient le jour. Dirigées par des cadres burkinabés, elles supervisent chaque vente, veillent à ce que chaque gramme exporté serve d'abord la nation. Ici, la souveraineté n'est plus un slogan. Elle devient une mécanique, fondée sur la transparence et la rigueur. Dans la pratique, cela signifie que chaque exportation d'or est précédée d'une vérification par la SONAP, la Société nationale d'achat des produits miniers. Les prix sont comparés aux cours internationaux, les taxes prélevées à la source et les recettes directement versées dans un fonds souverain national. Ce mécanisme rappelle celui du Botswana avec ses diamants, où l'État a imposé la transformation locale et la redistribution des richesses. Mais ce virage n'est pas sans péril. Certains investisseurs étrangers menacent de partir, la production pourrait temporairement baisser et le pays risque des sanctions de la part de puissances mondiales. Pourtant, le choix est assumé. Au bout du risque, une chance historique de prendre en main son destin. La révolution ne s'arrête pas à l'extraction, car l'enjeu ultime n'est pas seulement de sortir l'or du sol, mais bien de contrôler, de bout en bout,
toute la chaîne de valeur jusqu'à l'industrie locale. Mais transformer l'or en richesse durable exige bien plus qu'une réforme des mines. Il faut maintenant s'attaquer à la manière dont ce trésor profite à l'ensemble du pays et non à une poignée d'initiés. Comment transformer le métal en énergie et l'énergie en dignité? C'est le pari du Burkina Faso. Contrôler l'or n'est qu'un début. La vraie question reste entière. Comment faire de cette richesse un levier pour tous? Première étape, bâtir une raffinerie nationale d'or. Pour la première fois, le pays refuse d'exporter son métal brut. Ici, l'or est fondu, estampillé, valorisé sur place. La valeur ajoutée ne s'évapore plus. Elle irrigue enfin l'économie locale. La construction de la raffinerie s'accompagne d'un transfert de compétences. Des ingénieurs burkinabés sont formés, des partenariats sont noués avec des universités locales et étrangères. On s'inspire du modèle sud-africain, où la maîtrise de la chaîne de transformation a permis de créer des emplois qualifiés et de développer des entreprises dans le secteur de la joaillerie et de l'électronique. Désormais, les recettes minières ne dorment plus dans les coffres. Elles servent à bâtir l'avenir. L'État investit dans l'énergie, barrages hydroélectriques, centrales solaires, réseaux électriques modernes. La promesse d'éclairer chaque village devient un chantier national, non plus une utopie. Prenons l'exemple du barrage de Samendeni, financé en partie par la manne aurifère. Ce projet a permis d'irriguer des milliers d'hectares, de fournir de l'électricité à des zones rurales isolées et de créer des emplois dans la construction et l'agriculture. L'or n'est plus seulement un métal précieux. Il devient le moteur d'une transformation structurelle. L'impact s'étend jusqu'aux campagnes. Grâce à l'argent de l'or, de petites industries agroalimentaires voient le jour. Elles transforment coton, sésame, mangue, longtemps exportés bruts, en produits finis, prêts à conquérir de nouveaux marchés. L'économie s'émancipe enfin de la seule dépendance aurifère. Les premiers résultats sont visibles. Dans les villages, la lumière remplace les lampes à pétrole. L'électricité ouvre des possibles. Écoles de nuit, conservation des vaccins, petites entreprises, emplois nouveaux. La jeunesse, jadis condamnée à l'exil, devient actrice du développement. Pour exporter autre chose que de l'or, le pays investit dans la formation technique et la logistique. Peu à peu, les exportations se diversifient. Un nouveau modèle économique se dessine, fragile mais plein de promesses. Prenons le cas de la coopérative de transformation de mangue à Bobo-Dioulasso. Grâce à des fonds issus de l'or, elle a pu s'équiper de chambres froides, d'unités de séchage et exporter ses produits vers l'Europe de l'Ouest. Les revenus générés sont réinvestis localement, créant un cercle vertueux d'enrichissement collectif. Mais la métamorphose ne s'arrête pas aux frontières. Face aux menaces et au besoin d'unir les forces, une alliance régionale inédite voit le jour. L'AES, réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ensemble, ils partagent ressources, sécurisent les sites stratégiques, lancent de grands chantiers. Pipeline transfrontalier, voies ferrées, la coopération se construit sur du solide. Ce modèle inspire autant qu'il inquiète. S'il tient, il offre à l'Afrique un exemple d'autonomie économique et de solidarité régionale. Mais l'échec serait synonyme d'isolement et de défiance mondiale accrue. L'enjeu est là. Transformer la discipline économique en culture partagée pour que la souveraineté devienne enfin réalité et non simple slogan. Mais la route reste semée d'embûches. Chaque décision compte, car la moindre erreur peut tout faire basculer. Derrière chaque kilowatt d'énergie, chaque lingot extrait, se cache une décision cruciale. Rester sous tutelle ou s'émanciper. Voilà le dilemme que le Burkina Faso a placé au centre de sa mue et qui désormais interpelle tout le continent africain, mais aussi chacun d'entre nous, face à la facilité trompeuse de l'aide. Le parcours burkinabé rappelle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. La discipline surpasse la charité. Plutôt que de dépendre des subsides, le pays a opté pour l'autofinancement, érigeant ses infrastructures sans s'enchaîner à la dette. Le chemin fut ardu, jalonné de doutes, mais chaque avancée fut pensée pour préserver la liberté du pays, sans créanciers à satisfaire. Cette discipline se matérialise dans les actes, audits rigoureux,
transparence à chaque étape, volonté que la richesse du sol profite d'abord à ceux qui y vivent. Moins de corruption, plus d'effets locaux. Désormais, l'or du Sahel ne grossit plus seulement les comptes à l'étranger, il revitalise les villages, les écoles, les centres de santé. Un exemple frappant est celui du village de Pau, où, grâce à la redistribution des taxes minières, un dispensaire moderne a été construit, réduisant de moitié la mortalité infantile. Les femmes n'ont plus besoin de parcourir des kilomètres pour accoucher dans des conditions sûres. L'or, autrefois source de division, devient vecteur de cohésion sociale. Cet exemple fait tache d'huile. Au Ghana, en Tanzanie, au Zimbabwe, la dynamique burkinabé a provoqué un frémissement. Partout, on réclame des audits, des règles plus strictes, une juste redistribution. L'Afrique observe, compare, doute, s'interroge. Si le Burkina Faso a osé, pourquoi pas nous? Mais l'aventure n'est pas sans péril. Les pressions venues de l'extérieur s'intensifient. Menaces de représailles, isolement diplomatique, chantage sur les financements. Sur place, il faut aussi surmonter des défis techniques, former une nouvelle génération d'experts, bâtir des outils fiables pour suivre chaque gramme extrait. Pourtant, la vraie révolution, celle qui bouleverse tout, est intérieure. Il s'agit d'abandonner l'attente, de briser le réflexe du recours à l'aide, d'oser croire en ses propres forces. Quand un peuple cesse de quémander et entreprend, même lentement, il réapprend à écrire sa propre histoire. C'est la souveraineté retrouvée, la dignité restaurée, la capacité à peser dans l'arène mondiale. Celui qui attend l'aide abdique sa souveraineté. Celui qui s'obstine à bâtir, pierre après pierre, façonne un futur dont il reste l'auteur. Le Burkina Faso a ouvert une brèche, mais la question demeure. Ce modèle peut-il s'exporter, ou restera-t-il une exception africaine? Mais derrière cette transformation, que s'est-il réellement joué dans les coulisses? Pour le comprendre, il faut revenir sur les choix cruciaux qui ont fait basculer le destin d'un pays. Le véritable trésor n'est pas l'or, mais la certitude qu'il est possible de reprendre le pouvoir sur sa propre destinée. L'histoire du Burkina Faso éclaire une vérité universelle. La richesse ne se mesure pas seulement à ce que l'on possède, mais à la liberté de décider quoi en faire. Trop longtemps, des mains étrangères ont fixé la valeur de ces ressources, dicté les règles et récolté les fruits. Mais en reprenant la maîtrise de son or, le Burkina Faso a brisé le cercle, confirmant que la souveraineté n'est pas un mot creux, mais une discipline quotidienne, exigeante et courageuse. Prenons un instant pour imaginer un scénario alternatif. Si le pays avait continué à s'en remettre à l'aide internationale, il aurait probablement vu ses infrastructures rester inachevées, ses jeunes partir en exil, et la défiance s'installer entre État et population. L'histoire du Mozambique, également riche en ressources minières mais prisonnier de la dette, montre que l'attentisme peut s'avérer fatal. Imaginez un instant, que faites-vous de votre propre richesse? Votre talent, votre énergie, vos idées sont-ils exploités par d'autres? Ou osez-vous refuser les contrats inéquitables, les habitudes qui vous privent de votre pouvoir? La leçon est radicale. Ne pas agir, c'est laisser d'autres attribuer la valeur de votre travail, décider à votre place, fixer vos limites. Chaque choix délégué, chaque opportunité négligée, c'est un morceau de souveraineté abandonné, pour un pays comme pour un individu. Pour ceux qui veulent s'inspirer du Burkina Faso, voici quelques pistes concrètes. Commencez par un audit de vos propres ressources, identifiez qui bénéficie vraiment de votre travail, refusez les intermédiaires inutiles, et osez investir dans ce qui construit durablement votre autonomie. Que vous soyez un paysan, un artisan, un entrepreneur ou un dirigeant, la logique reste la même. Discipline, transparence, réinvestissement local. Le Burkina Faso n'a pas attendu qu'on lui donne le feu vert. Il n'a pas sollicité la charité, ni cherché d'excuses. Il a opté pour la rigueur, la transparence et le pilotage local, quitte à devoir affronter l'incertitude et la pression internationale. Ce pari a tout changé. L'économie s'est redressée, mais surtout, la dignité et la réputation se sont consolidées, et cela n'a pas de prix. Ce modèle interpelle chacun de nous. Il rappelle que la liberté réelle ne naît jamais par hasard, mais par le refus obstiné de céder ce qui nous appartient, par la volonté de compter avec honnêteté, et de refuser toute forme d'évasion, qu'elle soit fiscale, morale ou personnelle.
c'est là que le cercle se referme. Le Burkina Faso a prouvé qu'une nation peut réécrire ses propres règles, transformer sa destinée sans dette, sans permission, simplement en prenant conscience de la valeur de ses ressources et en osant les défendre. Et vous, aujourd'hui, que décidez-vous de faire avec ce qui vous appartient? La prochaine révolution commence peut-être ici, chez vous. C'est dans ce choix quotidien, dans cette exigence de discipline et de souveraineté, que se joue l'avenir de chaque peuple. Car la vraie richesse n'est pas l'or, ni le pétrole, ni même les diamants, mais la certitude qu'il est possible de décider, librement, de son propre destin. La révolution silencieuse du Burkina Faso n'est peut-être qu'un début. Si elle inspire d'autres nations, alors c'est tout un continent qui pourrait écrire une nouvelle page de son histoire, faite de courage, de rigueur et d'espoir. À chacun d'y prendre part, à sa mesure.